Bonjour tout le monde. Donc je vais commencer par vous parler de la formation et l'évolution du système solaire, mais qu'on peut généraliser aussi à des systèmes solaires, parce qu'on va voir qu'il n'y en a pas qu'un. Et donc je m'appelle Aurélien Crida, et je suis maître de conférence à l'université de Nice-Sophia Antipolis, et à l'Observatoire de la Côte d'Azur, au laboratoire Lagrange. Là vous avez mon adresse email, si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas. Et, je répondrai peut-être pas tout de suite, mais je répondrai, c'est promis. Et donc voilà le plan du cours que je compte suivre. On va commencer par une introduction tranquille sur la structure du système solaire et quelques petites définitions de base. Et après on va attaquer le gros du sujet qui est la formation planétaire. La pause devrait tomber au milieu de la formation planétaire. Et pour finir, vu qu'on aura vu que des planètes se forment, on va parler des planètes autour des autres étoiles qui sont les exoplanètes. Et j'en profiterai pour parler un peu du paradoxe de Fermi. Alors on commence tranquillement par cette observation de cette belle image qui représente un ciel étoilé comme vous avez pu en voir un hier soir ici qui était vraiment très joli, très clair. Ce genre d'image, s'il y en a parmi vous qui sont astronomes amateurs, vous devez reconnaître certaines formes parmi tous ces points. N'est-ce pas ? Il y a souvent dans le ciel des formes qu'on reconnaît partout qui s'appellent les constellations. Ce qui veut dire cum stelle, donc des dessins faits avec les étoiles. Alors ici, on a bien entendu Orion, le Taureau, le Cocher, et c'est une photo qui a été prise près du VLT, le Very Large Telescope, dont on voit ici les quatre coupoles au sommet du Cerro Paranal, au bord de l'océan Pacifique. Alors ces constellations, si on les connaît, c'est parce qu'elles sont toujours les mêmes depuis l'Antiquité. Les Mésopotamiens avaient déjà défini le taureau comme étant ce grand V là, et toutes les civilisations l'ont identifié comme les cornes d'un énorme taureau céleste, et ça n'a pas bougé depuis, c'est quelque chose de fixe. Et puis sur cette image, vous voyez un autre point, qui est là, qui ne fait pas partie des autres constellations. Raté. Oui, c'est Vénus. Il y a effectivement certains points dans le ciel qui ne font pas partie des constellations et qui bougent les uns par rapport aux autres, qui se déplacent par rapport aux étoiles fixes. En fait, il y en a 7, des anomalies comme ça, des points qui se déplacent par rapport aux étoiles fixes, qu'on voit à l'œil nu. C'est la Lune, on la voit bouger nuit après nuit, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, qui ne bougent pas nuit après nuit, mais on voit quand même qu'elles ne sont jamais devant les mêmes constellations, mois après mois s'il faut, voire semaine après semaine, ça se déplace. Et le Soleil aussi. Le Soleil, on s'en rend compte au moment du lever ou du coucher du Soleil. On peut voir que si le Soleil vient de disparaître et que derrière il y a une certaine constellation, on sait qu'il était derrière celle d'à côté, devant celle d'à côté plutôt. Et on voit que c'est jamais la même aussi, au fil des années ça change, au fil de l'année. Et bien ces 7 objets célestes qui se déplacent par rapport aux étoiles fixes, c'est facile de les retenir parce qu'ils ont donné leur nom aux 7 jours de la semaine. Et c'est donc probablement pour ça qu'il y a 7 jours dans une semaine, mine de rien. C'est parce qu'il y a ces 7 points qui se déplacent, donc de manière mémotechnique c'est vraiment très simple, hein. La Lune a donné lundi, Mars a donné mardi, etc., etc. Pour Saturne et le Soleil, en anglais c'est assez évident, Saturday et Sunday, donc comme ça c'est clair. Et ces astres errants, en grec, ça se dit planitis. Et vous voyez que ça a donné donc le mot planète. À la base, une planète, c'était ça. C'était quelque chose qui se déplace par rapport aux étoiles fixes. Et il se déplace, mais pas n'importe où. Vous avez là une référence scientifique des années 40, l'étoile mystérieuse, où Tintin se promène dans Bruxelles c'est la page de garde, la première page, une nuit magnifique, et il reconnaît la grande ourse, que vous connaissez tous, en forme de grande casserole. Et quelle surprise, il y a une étoile de plus dans la grande ourse. Elle n'est pas discrète en plus. Et oh là là, Milou, quelle grosse étoile, c'est extraordinaire, il y a une étoile de plus dans la grande ourse. Une étoile de plus, j'en reviens pas. Et du coup, il appelle l'observatoire de Bruxelles et c'est le début de toute une aventure. Mais s'il avait vu une étoile de plus dans le Taureau, à l'observatoire de Bruxelles, on lui aurait rionné. On lui aurait dit, bah monsieur, c'est Vénus, comme sur l'image d'arrière-plan. Ça arrive souvent que Vénus passe dans le Taureau, ou Jupiter, ou Saturne, ou dans d'autres constellations, comme les Gémeaux, etc. Mais jamais dans la Grande Ourse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'elle passe jamais dans la Grande Ourse ? Ben, ça veut dire que les planètes, elles se déplacent pas n'importe où. Elles se déplacent en fait dans une bande du ciel, qu'on appelle le zodiaque, qui fait comme ça dans le ciel. Et si elles vont ni là, ni là, ben, ça veut dire que le système solaire, il est plat. De même que moi, quand je me déplace là, je vois les têtes du premier rang qui se déplacent par rapport aux têtes du dernier rang, ou par rapport au mur, à l'horizontale, mais je ne vois pas, par effet de parallaxe ou de mouvement, des têtes qui vont au plafond ou au sol.
parce qu'on est dans une salle à peu près plate. Donc on a déjà cette idée que le système solaire ressemble à ça. Tout se passe dans un plan, et en arrière-plan, projeté sur la voûte céleste, on a les constellations du zodiaque. Et au-dessus, là, on aurait la Grande Ourse, et en dessous, on va voir la Croix du Sud et d'autres constellations. Continuons avec des observations de base, toutes simples. Une qu'on peut faire lors des éclipses de lune, c'est que la lune est environ 4 fois plus petite que la Terre. Là, vous avez un photomontage de différentes photos d'éclipses de lune sur lesquelles on voit très nettement l'ombre de la Terre qui se découpe sur le disque de la lune. Et quand on reconstitue le puzzle, on voit que l'ombre de la Terre est un grand cercle, ce qui veut dire au passage que la Terre est ronde. Ceux qui pensaient qu'elle était plate, carrée ou triangulaire, on ne voit pas d'ombre ici en coin. Et l'ombre de la Terre fait exactement 3 fois la taille de la Lune. On le voit très bien là avec cette Lune qui était prise au milieu de l'ombre. Or, l'ombre de la Terre est en cône, et la largeur, l'angle de ce cône est tel que, vu depuis la Terre, la Lune arrive sur un point. Puisque les éclipses de soleil, on sait qu'elles ont lieu à un endroit à la fois. Donc, ça veut dire que la taille de la Terre, elle fait 3 lunes plus une lune, 4 lunes. Ça y est, on sait déjà la taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre, rien qu'en observant quelques éclipses de lune. Donc tout le monde peut le faire au cours de sa vie, cette observation. Deuxième observation simple dont je vous parlais, il faut avoir un peu plus de chance pour la faire, c'est que le Soleil a le même diamètre apparent que la Lune. Ça se voit très bien lors des éclipses totales, où le disque de la Lune masque exactement celui du Soleil, on peut voir la couronne, comme là. Mais même lors d'une éclipse partielle, on se rend bien compte que l'arc de cercle ici de la Lune a le même rayon que l'arc de cercle du Soleil. Une autre observation intéressante, on garde tout ça en tête, c'est le premier quartier. Vous avez ici la Lune, éclairée par le Soleil, et donc la moitié de la Lune est éclairée, et l'autre côté est dans l'ombre. Alors, quand on voit, si la Terre est ici, nous, ce qu'on voit, c'est la Lune complètement éclairée, on voit une pleine Lune. Normal. Si la Terre est là-bas, nous, on voit la face sombre de la Lune, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Et où doit-on placer la Terre pour être au premier quartier? En bas. Exactement en bas, ici. Et on doit avoir un triangle rectangle qui est rectangle en la Lune. Le triangle TLS est rectangle en L. Et pas en la Terre, en la Lune. Donc, si on est astucieux et qu'on mesure l'angle entre la Lune et le Soleil, on peut faire de la trigonométrie de notre triangle. Il y a Aristarque de Samos qui a essayé. Il a attendu un premier quartier. Au premier quartier, souvent, on voit l'après-midi, on voit à la fois la Lune et le Soleil. Et il a pointé pile poil un bâton en direction de la Lune, un autre en direction du Soleil, et il a mesuré l'angle. Et il a trouvé quasiment un angle droit. Donc, si ça fait quasiment un angle droit, ça, ici, ça veut dire que le Soleil, il est très loin par rapport à la Lune. Et c'est tout ce qu'Aristarque avait pu en déduire. Si on veut être plus précis, je vous dis que cet angle, il fait 89 degrés à peu près. Et 1 sur cosinus de 89 degrés, ça fait à peu près 400. Et donc, la distance Terre-Soleil est à peu près 400 fois plus grande que la distance Terre-Lune. Donc, le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, puisqu'il apparaît sous le même diamètre apparent, mais qu'il est 400 fois plus loin. Normal. Ce qui fait 100 fois plus grand que la Terre, puisqu'on en était à dire que la Lune était 4 fois plus petite que la Terre. Donc, nous progressons dans notre compréhension du système solaire. Le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre en diamètre, et il est 400 fois plus loin que la Lune. Tout ça avec rien que des observations, hein. Des observations toutes simples à l'œil nu. Et si le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre, il est 1 million de fois plus volumineux. Vous vous souvenez que le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. 100 au cube, ça fait 1 million. 1 million de fois plus volumineux, ça veut dire potentiellement 1 million de fois plus lourd. Et l'expérience montre qu'en général, c'est le plus léger qui tourne autour du plus lourd. Vous avez là un exemple avec une lanceuse de marteau. Il y a une force qui les relie l'un l'autre, peu importe ce que c'est, on n'a même pas besoin de connaître la gravitation universelle ou la mécanique de la corde là. Le fait est que c'est le marteau qui décrit des grands cercles autour de la lanceuse, qui elle tourne autour de son talon ici, qui est à peu près sous son centre de gravité. Alors elle aussi elle tourne, certes, mais comme elle est, sans lui faire injure, beaucoup plus lourde que le marteau, elle bouge moins que le marteau. C'est tout le principe du lancer du marteau. Et là, il n'y a pas un rapport 1 million entre le volume de la lanceuse et le volume du marteau, hein. Donc on peut bien imaginer que ça va être la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire.
Vous pouvez aussi imaginer d'attacher un gros caillou à un petit caillou, de les lancer en l'air en les entourner, vous allez voir le petit caillou qui tourne autour du gros. C'est très logique. Et bien ça, Aristarque de Samos, donc, qui vivait il y a 23 siècles de ça, l'avait compris et avait déjà écrit que la Terre tourne autour du Soleil, et qu'il l'avait prouvé comme ça. Donc notre vision du système solaire, c'est bien un plan avec le Soleil au centre, les planètes qui tournent autour du Soleil parce que c'est lui le plus gros, et en arrière-plan les constellations du zodiaque. Voilà déjà une première notion d'un système planétaire, c'est le nôtre, à partir d'observations très simples. Tant qu'on y est, on rajoute un collègue d'Aristarque qui s'appelle Ératosthène, qui avait voyagé et s'était rendu compte qu'à Syène, qui s'appelle maintenant Assouan, le Soleil éclaire le fond des puits le 21 juin à midi. Autrement dit, vous-même n'avez pas d'ombre le jour du solstice d'été à midi. Il se trouve que c'est sur le tropique du Cancer. Et à Alexandrie, par contre, le 21 juin à midi, le Soleil ne va pas au fond des puits et tous les trucs verticaux ont une ombre. Donc il en a déduit que la verticale à Alexandrie et la verticale à Syène n'étaient pas dans la même direction. Il y en a une qui pointe vers le Soleil le 21 juin à midi et pas l'autre. Ça veut donc dire que le sol n'a pas la même direction, ce qui indique que la Terre est courbe. Et si on mesure l'angle entre la verticale à Alexandrie et les rayons du Soleil, ce qui est très facile, il suffit de mesurer l'ombre qu'on fait, on en déduit l'angle alpha, qui est aussi l'angle entre la différence de latitude entre Alexandrie et Syène. Et Ératosthène a pris son chameau et il a mesuré la distance entre Alexandrie et Syène en pas de chameau, puisque le chameau est un animal qui a un pas très régulier, donc il a juste compté les pas. Et par une simple règle de 3, en sachant que cet angle fait 8 degrés et qu'un tour ça fait 360 degrés, il en a déduit le tour de la Terre en pas de chameau. Alors maintenant on n'utilise plus le pas de chameau, on a une unité qui est plus pratique qui s'appelle le mètre. Et le mètre a été défini comme étant une unité universelle qui n'appartient à aucun peuple en particulier, c'était des idées d'universalisme des révolutionnaires français. Et la définition d'un mètre, c'est que c'est le 10 millionième d'un quart de méridien terrestre, c'est-à-dire la distance du pôle à l'équateur divisée par 10 millions. Du coup, par définition, le tour de la Terre fait 40 000 km. Je fais souvent faire cette règle de 3 en donnant l'angle et la distance à mes étudiants en L1 pour qu'ils en déduisent la circonférence de la Terre. Et ils trouvent 40 000 km tout rond, et je leur demande si ça les épate pas. Bon, en général, ça les épate pas. Mais au bout d'un moment, ils finissent par se rendre compte que quand même, quel coup de bol de tomber sur un chiffre rond. Non, c'est la définition du mètre. C'est-à-dire que si on vous demande quelle est la circonférence de la Terre en mètres, il n'y a pas besoin de connaître la Terre, il suffit de connaître la définition du mètre. C'est toujours 40 000 km par définition. Donc le rayon de la Terre est de 6 400 km. La circonférence, c'est 2π fois le rayon, donc on en déduit facilement le rayon. Du coup, la Lune, elle est 4 fois plus petite que la Terre, ça lui fait un diamètre de l'ordre de, le chiffre exact est 3476 km. Grosso modo, ça fait donc la moitié du rayon terrestre, hein, donc on arrive facilement à 3200 à peu près. Et la Lune, qu'on voit très bien hier soir quand je suis arrivé un peu tard, elle était à ras de l'horizon. Et donc on peut facilement la comparer à, par exemple, un arbre, un grand arbre situé à une centaine de mètres, où en fait, et très exactement, elle est grande comme un bâton de 90 cm placé à 100 mètres. C'est ce qu'avait remarqué Aristarque. Ce qui lui fait un diamètre apparent de 0,5 degrés. Et si on voit un truc de 3476 km de diamètre sous un angle de 0,5 degrés, on peut simplement appliquer Thalès avec le bâton, la distance, la Lune à l'autre bout dont on connaît la hauteur, donc on déduit la distance de la Lune, et ça fait à peu près 384 000 km. Tout simplement, à nouveau, une proportionnalité. Donc on n'est pas allé sur la Lune, mais on sait déjà sa taille et sa distance. Et la distance Terre-Soleil, du coup, c'est 400 fois ça, et on appelle cette distance l'unité astronomique, et ça fait 150 millions de kilomètres. Exactement 390 fois la distance Terre-Lune. Donc, si on résume ça, cette brève introduction sur le système solaire, nos amis les anciens Grecs ont trouvé à partir de simples observations vraiment à l'œil nu, avec un chameau, un bâton et c'est tout, et pas mal d'astuces, des connaissances de maths qui ne dépassent pas le niveau collège. Il y a le théorème de Thalès qui était évidemment bien connu des Grecs par définition, un petit peu de trigo. On a trouvé que le système solaire était plat, que la Terre était ronde,
avec une circonférence de 40 000 km par définition, et que la Lune est 4 fois plus petite que la Terre, que le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre, lui. On en a déduit que la Lune tourne autour de la Terre et qui elle-même tourne autour du Soleil, et on a calculé la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. C'est quand même pas mal. Tout ça en un quart d'heure avec rien. Autant vous dire qu'on va apprendre encore plein de choses dans les heures qui suivent. Malheureusement, ces découvertes d'Aristarque ont été largement oubliées dans les siècles qui ont suivi, parce qu'il y a d'autres gens qui ont eu des idées un peu fumeuses comme quoi les cieux devaient être parfaits avec que des trajectoires circulaires, la Terre devait être au centre, etc. Mais plus de 1500 ans après, en Europe, on a redécouvert que c'était autour du Soleil que les planètes tournaient. Tycho Brahe en a fait des observations très précises de ces mouvements. Et à partir des observations de Tycho Brahe, Johannes Kepler a déduit ces 3 lois, qu'on appelle maintenant les lois de Kepler, qui décrivent le mouvement des planètes. La première étant que les orbites des planètes sont des ellipses et non pas des cercles, dont le Soleil occupe l'un des foyers et non pas le centre. La deuxième est appelée la loi des airs, elle décrit le mouvement des planètes le long de ces orbites elliptiques, et ça dit que si on trace un rayon qui va du Soleil à la planète, qui avance à mesure que la planète avance, il décrit en un temps donné toujours la même surface. Il balaye toujours la même surface. Donc quand la planète est près du Soleil, au périhélie, elle va vite pour balayer une grande surface, alors que quand elle est loin du Soleil, elle va lentement, parce qu'il y a un grand rayon, mais il faut balayer toujours la même surface. Ça correspond au mouvement des comètes, qui sont très très loin dans le nuage de Oort, qui avancent très lentement, et puis qui s'approchent du Soleil rapidement et repartent. Et la troisième loi de Kepler, c'est celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, elle dit que le carré de la période est proportionnel au cube de la taille de l'orbite. La formule exacte, c'est t carré est égal à 4 pi carré sur g fois la masse de l'étoile multiplié par a cube, donc a c'est la taille de l'orbite, t c'est la période de l'orbite. Ça veut dire que plus on est près du Soleil, plus on tourne vite. Une application facile, c'est le cas de Jupiter. Jupiter est actuellement dans les Gémeaux, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle était à peu près au même endroit il y a 11 ans et quelques. Ça veut dire qu'elle a fait le tour du Soleil en 11 ans. 11 et quelques. 11 et quelques au carré, ça fait 125. Et si on fait 125, si on prend la racine cubique, ça fait 5. Eh bien oui, Jupiter met 11 fois plus de temps que la Terre à tourner autour du Soleil, et elle est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Jupiter est à 5 unités astronomiques du Soleil. Et vous pouvez vérifier ça avec toutes les autres planètes du système solaire, ça marche très bien. Et une autre application qui nous est très utile depuis une vingtaine d'années, c'est que si on connaît la période T, donc qu'a une exoplanète autour de son étoile, on en déduit la distance d'entre cette exoplanète et cette étoile. On n'a pas besoin de voir la planète, de mesurer la distance vraiment géométriquement. Il suffit de s'apercevoir, de connaître la période du mouvement de cette planète autour de son étoile. Donc cette loi de Kepler est très importante, on en verra encore une autre application après. Et après Kepler, on a continué à progresser grâce à monsieur Herschel qui avait construit un petit télescope dans son jardin et qui scrutait le ciel à la recherche de comètes et qui un jour a trouvé une très grosse comète dont il a rapporté l'existence à la Royal Astronomical Society. Et petit à petit, il s'est aperçu que cette grosse comète, en fait, elle tourne rond autour du Soleil, et elle va pas vite, elle va mettre très longtemps à faire un tour, donc ça veut dire qu'elle est très loin, et donc si on la voit grosse, c'est qu'elle est vraiment très grosse, et en fait c'est une planète. Cette nouvelle planète est en fait Uranus, qu'il avait nommée, on a mis un certain temps à la nommer Uranus, mais voilà, ça fait une nouvelle planète dans le système solaire, elle était dans le plan aussi. Donc tout va bien, elle suit les lois de Kepler, on suit notre connaissance du système solaire. Il y a même des planètes invisibles, mais aucun problème. Et si on suit l'orbite d'Uranus précautionneusement, on s'aperçoit que l'orbite d'Uranus, elle ne suit pas pile poil la loi de Kepler. Elle n'a pas exactement une orbite elliptique. Alors on peut se dire qu'elle est perturbée par la gravitation de Jupiter et Saturne, effectivement, on peut faire les calculs, ça va modifier un petit peu son orbite, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas moyen d'expliquer l'orbite d'Uranus, et donc il commençait à émerger l'idée que il n'y avait pas que Uranus et qu'elle était perturbée par une autre planète qui était invisible et qui par sa gravité ajoutait une petite perturbation au mouvement d'Uranus. Donc ça a été
on a fait des calculs pour essayer de savoir où pouvait être cette planète, comment elle perturbait l'orbite d'Uranus, et c'est Urbain Le Verrier, en 1846, qui a réussi à trouver une position correspondant à la planète qui perturbe Uranus. Et donc il a envoyé l'équivalent d'un email de l'époque à Johann Galle, qui était astronome à l'observatoire de Berlin, pour lui demander d'observer le ciel dans telle direction, parce qu'il devrait probablement y voir la nouvelle planète, celle qui perturbe l'orbite d'Uranus. Et Gall l'a trouvé à moins de 1 degré de la position prédite par Le Verrier. Ça a été le triomphe de Le Verrier, qui avait déjà un ego surdimensionné, donc là ça n'a pas arrangé les choses, mais surtout de la science et de la mécanique céleste et de la gravitation universelle. On a tellement bien compris le système solaire qu'on est capable de trouver des planètes invisibles rien qu'en regardant leur effet sur d'autres. C'était quand même la grosse classe. Et au passage, c'était aussi un triomphe de la France sur l'Angleterre sur le fil, puisque Adams avait calculé aussi la position de Neptune, mais les astronomes anglais ne l'avaient pas trouvé, sans doute qu'il ne faisait pas assez beau à Londres. Donc voilà, en pleine période du tournoi des destinations, ça vaut toujours le coup de rappeler que ce coup-là, on avait gagné. Je ne sais pas s'il en sera de même le 21 mars. Au 19e siècle, on a découvert d'autres planètes invisibles. Notamment en 1801, on a trouvé Cérès, qui est entre Mars et Jupiter. La fameuse planète manquante entre Mars et Jupiter, parce qu'il semblerait qu'il y ait un gros espace. Mars est à 1,5 unité astronomique du Soleil, Jupiter est à 5. Il y a un trou là, il y a de la place. Et bien, il y avait Cérès. Donc tout de suite, on a dit en 1801, youpi, on a trouvé la planète manquante entre Mars et Jupiter. Mais en 1802, on a trouvé Pallas, puis on a trouvé Junon, puis on a trouvé Vesta. Et en fait, en 1868, on connaissait déjà 100 astéroïdes dans la même région. Donc on s'est vite rendu à l'évidence, maintenant on en connaît plus de 140 000, on s'est vite rendu à l'évidence que Cérès n'était pas une planète, Cérès est simplement le plus gros des corps dans une ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Et maintenant vous savez tous qu'entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'astéroïdes, effectivement. Voici une belle image de Vesta ici. Et au passage, là-haut, c'est Cérès tel qu'observé par le télescope spatial en 2004. Mais ce printemps, la sonde Dawn, qui a pris cette superbe image de Vesta, va approcher de Cérès et va nous donner des images avec une résolution bien meilleure. Et il semblerait, aux dernières nouvelles, que Cérès ait des émissions de H2O, donc potentiellement un corps très intéressant à observer. Autre planète invisible découverte, en 1930, Pluton. Pluton était pour le coup au-delà de Neptune. Et elle avait l'air très brillante parce qu'à l'époque, on n'était pas capable de se rendre compte que c'était plus une planète double, Pluton et Charon, qui a en plus d'autres satellites. Et donc, on l'a appelée pendant longtemps la 9e planète au-delà de Neptune. Au passage, Pluton aussi va être photographié en détail cette année. Le 14 juillet 2015, les Américains vont nous faire le cadeau de photographier Pluton en passant avec la sonde New Horizon, qui a été lancée comme une balle depuis ici, il y a de ça une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. C'est l'objet le plus rapide qu'on a jamais lancé. Et il va tellement vite qu'il fait que passer, il prend des photos, et une fois qu'il a passé, il se retourne et il envoie les photos à la Terre. Le débit de là-bas est très lent. Donc évidemment, ils sont sur les dents, parce que tout le monde a peur qu'en passant, elle tape un satellite qui traîne, qu'on n'a pas vu. Ces deux-là, on les a découverts tout récemment. On s'aperçoit qu'il y en a d'autres. Il y a peut-être quelques débris. Et si jamais la sonde, à la vitesse où elle va, elle tape un petit débris, c'est fini, on n'aura jamais les photos. Mais potentiellement, le 14 juillet 2015, on aura les premières photos détaillées de Pluton et Charon, et de tout le système. Mais Pluton, depuis, il s'est écoulé quand même 60 ans où elle était toute seule, la seule planète sur son orbite au-delà de Neptune. Mais dans les années 90, on a commencé à découvrir d'autres objets au-delà de Neptune. On connaît maintenant 1000 objets transneptuniens, dont le plus lointain jamais découvert a été découvert seulement l'an dernier. Certains ont même un nom, il y a Eris, Sedna, Kawar. Et donc finalement, on se retrouve dans la même situation que pour Cérès, où Pluton n'est pas une planète, mais c'est un gros corps dans une ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Ça ressemble plus à ça. Donc pour clarifier tout ça, l'Union astronomique internationale, l'UAI, a adopté une définition officielle d'une planète en 2006, que voici. Une planète, c'est un corps céleste qui est petit a en orbite autour du Soleil. Donc la Lune n'est pas une planète. Vous vous rappelez qu'au début, dans la définition planète des Grecs, la Lune
Et le Soleil comptait parmi les planètes. C'était ceux qui bougeaient par rapport aux étoiles fixes. Non, le Soleil ne peut pas être une planète et la Lune non plus. Il faut tourner autour du Soleil pour être une planète. C'est ce que vous saviez déjà, hein, mais vous voyez l'évolution historique du mot. C'est aussi un objet qui doit avoir une forme sphérique. Donc cette espèce de cacahuète là qui s'appelle Eros ne peut pas être une planète. Le fait que ça a une forme sphérique, ça veut dire que c'est la gravité qui domine, c'est la gravité qui lui donne sa forme. Cette télécommande là n'a pas une forme sphérique, et en l'occurrence, c'est pas la gravité d'une moitié de la télécommande qui attire l'autre moitié qui lui donne sa forme. C'est des forces de cohésion interne au solide. Si je casse la télécommande, si je la sépare en deux morceaux, je vais pas le faire, je te rassure, et que je les remets l'un contre l'autre, ça va pas tenir. C'est pas la gravité qui les tient. Par contre, la Terre sur laquelle on est, si j'en prends un morceau, je ramasse un caillou et je le lâche ailleurs, il retombe. Donc la Terre reprend sa forme ronde. Et si vous essayez d'empiler des cailloux pour faire un truc le plus haut possible, ça va finir par s'écrouler. La gravité de la Terre lui donne sa forme ronde. La gravité donne toujours une forme la plus simple possible, la plus ronde. Donc ça c'est en quelque sorte un critère de masse minimum. Il faut être suffisamment massif pour que la forme qu'on a soit assez ronde. Et donc on élimine comme ça tous les petits astéroïdes. Et il y a un dernier critère qui est que cet objet doit avoir nettoyé le voisinage de son orbite et être tout seul sur son orbite. En particulier, ça c'est fait exprès pour que Cérès ne soit pas une planète et que Pluton ne soit pas une planète. Quand il y a une ceinture d'objets qui ont des masses similaires et qui sont sur la même orbite, on appelle ça une ceinture d'astéroïdes, tout simplement. Une planète, elle est seule sur son orbite s'il y a des petits trucs qui sont plus d'un centième de fois moins massifs. Et donc dans le système solaire, il y a 8 planètes. Donc les 8 planètes du système solaire sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Et c'est tout. Par contre, un objet qui aurait une forme sphérique, qui serait en orbite autour du Soleil, mais qui ne serait pas tout seul sur son orbite, on va quand même lui donner un nom particulier, et on appelle ça une planète naine. Donc il y a Cérès, il y a Pluton et il y a Eris. Mais donc une planète naine, c'est quelque chose à prendre en un mot. C'est pas une petite planète, c'est autre chose qu'une planète, qui vérifie les critères A et B, mais pas C. Évidemment, ça c'était pour faire plaisir aux Américains, parce que Pluton était la seule planète qu'ils avaient découverte. C'était plus une planète, donc maintenant c'est la première planète naine qu'ils ont découverte. Enfin, sauf que Cérès avait été découvert avant, mais tant pis. Bon. Et alors, tant qu'on y est, définissons une exoplanète. Une exoplanète ou planète extrasolaire, ce sera un corps céleste qui est en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Et on ne peut pas facilement vérifier si elle va avoir une forme bien sphérique ou si elle est toute seule sur son orbite en général. L'autre critère, c'est qu'il doit avoir moins de 13 fois la masse de Jupiter. Pourquoi ce critère? Parce qu'au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, les objets ont suffisamment de température et de pression au centre, sont suffisamment massifs pour allumer la fusion du deutérium, et donc c'est des étoiles, on appelle ça des naines brunes. À moins de 13 fois la masse de Jupiter, c'est un corps inerte qui ne produit pas sa propre chaleur, et donc ça va être une planète, on suppose. Donc une exoplanète, c'est un objet en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, qui fait moins de 13 fois la masse de Jupiter. Et bien entendu, si la vie s'y développe, ça va être de l'exobiologie. Alors si on fait un petit bilan du système solaire, le système solaire, donc c'est ces 8 planètes et quelques astéroïdes. Juste quelques petits chiffres comme ça pour donner des notions d'échelle. On a vu donc le diamètre de la Terre, 12 756 km, la distance Terre-Lune, 384 000 km. Le diamètre du Soleil est de 1 300 000 km, donc 100 fois le diamètre de la Terre, comme je vous disais. La distance Terre-Soleil, 150 000 km, c'est une unité astronomique. Soleil-Jupiter, ça fait 5 fois ça, et Soleil-Neptune, ça fait 30 fois ça. Donc si on se ramène une unité astronomique à 1 mètre, 1 mètre, c'est facile, c'est la distance entre le bout de mon nez et le bout de mon doigt quand je tends le bras. À cette échelle-là, le Soleil fait 1 cm, donc c'est le bout de mon nez, et la Terre fait 0,1 mm, c'est-à-dire que c'est un petit grain de poussière à peine visible à l'œil nu sur le bout de mon ongle là, et la Lune est 4 fois plus petite que ça, et elle se trouve à 3 mm. Donc ça fait voilà, ça traverse mon ongle, pas tout à fait, un petit peu moins. C'est vraiment tout petit. Et quant à Jupiter, ce sera donc une tête d'épingle de 1 mm qui serait à 5 mètres de moi, donc à peu près là au milieu de l'amphithéâtre, et Neptune est à 30 mètres. Et c'est tout. Il y a dans un rayon de 30 mètres, il y a 8 grains de poussière, enfin 4 grains de poussière et 4 têtes d'épingle. Le système solaire est essentiellement vide. Pour donner des échelles à l'échelle de l'univers,
On passe au temps-lumière. Alors une année-lumière, vous savez que c'est la distance parcourue par la lumière en un an. À la vitesse de 300 000 km par seconde, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. La distance Terre-Lune, c'est 1,3 secondes-lumière. La lumière met 1,3 secondes pour aller de la Terre à la Lune. Soleil-Terre, c'est 8 minutes 20. Soleil-Neptune, c'est 4h10. Donc pour comparer la distance Terre-Lune à la distance Soleil-Neptune, ça revient à comparer 1,3 secondes à 4h10. Et du Soleil à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, la lumière met 4 ans. 4,3 années. Donc vous voyez, comparer 4 heures à 4 ans, on se rend compte que le système solaire est essentiellement petit. Et le diamètre de la Voie lactée, qui est notre galaxie, l'ensemble des étoiles dans lesquelles on est de 100 000 années-lumière. Donc comparer 4 ans à 100 000 ans, et vous voyez qu'on est vraiment peu de choses. Donc le système solaire est essentiellement un petit truc dans la galaxie, essentiellement vide. Et ça donne une idée un peu pourquoi on parle de distance astrophysique, astronomique. C'est assez vertigineux. Maintenant qu'on a bien vu à quoi ressemble un système planétaire, en particulier le nôtre qu'on connaît, eh ben, on va voir un peu comment faire pour le former. Le fait que les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens et dans le même plan, en suivant les lois de Kepler, ça a donné l'idée à Kant et à Laplace que si on veut savoir comment elles sont formées, on fait une expérience de pensée toute simple, on les déconstruit dans notre tête, on les pulvérise, et qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on obtient un disque de poussière et de gaz qui tourne autour du Soleil. Donc Kant et Laplace ont eu cette idée, cette notion de la nébuleuse primitive à partir de laquelle se seraient formées les planètes autour du Soleil qui seraient en forme de disque. Et effectivement, la théorie nous dit qu'une étoile se forme par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz interstellaire. Les nébuleuses qui flottent dans notre galaxie, on voit certaines superbes images colorées, c'est du gaz moléculaire qui a été essoufflé par une étoile en fin de vie. Et toutes ces molécules de gaz s'attirent l'une l'autre par gravitation. Donc à un moment, ça se condense. Et si ça se condense suffisamment, au centre, la température et la pression augmentent, parce que vous savez bien que c'est ce qui se passe quand on comprime un gaz. Vous avez tous essayé de gonfler un pneu de vélo, ça chauffe et ça augmente la pression. Et à tel point que l'étoile peut s'allumer. Si la température et la pression atteignent des degrés colossaux, la fusion nucléaire commence, la fusion de l'hydrogène commence. L'étoile s'allume, c'est ce qu'on essaye de faire à ITER, là, le centre à Cadarache, où on veut recréer de la fusion nucléaire. C'est pas facile parce qu'il faut des températures et des pressions énormes. Mais si vous prenez la gravité de tout un nuage interstellaire, ça suffit. Et théoriquement, lors de cet effondrement, on se retrouve avec un disque autour de l'étoile. Pourquoi? Parce que quand quelque chose s'il y avait un petit peu de rotation au départ et qu'on diminue le rayon, on va augmenter la vitesse de rotation. C'est par conservation du moment cinétique. C'est le cas classique du patineur qui resserre les bras pour accélérer. Et c'est aussi, si vous faites tourner une fronde autour de votre bras et qu'elle s'enroule, vous allez voir tourner de plus en plus vite. Parce que le moment cinétique, qui est égal au rayon au carré fois la vitesse angulaire, doit être conservé. Donc quand le rayon diminue, la vitesse angulaire augmente. Et donc l'autre disque, en s'effondrant, il tombe de plus en plus vite, à tel point qu'à un moment, la force centrifuge est capable de contrebalancer la force de gravité, et donc l'effondrement va stopper dans la direction qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Mais selon l'axe de rotation, évidemment, il n'y a pas de force centrifuge. La force centrifuge est toujours perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc selon l'axe de rotation, l'effondrement continue. Perpendiculairement à l'axe de rotation, l'effondrement est arrêté par la force centrifuge. On obtient un disque. C'est assez logique, assez intuitif. Cette théorie, elle marche bien et elle est reproduite dans les simulations numériques. Ici, vous avez quelques images d'une simulation numérique d'effondrement de filaments de gaz qui montrent bien que là, on a un cœur sur lequel plein de gaz tombent, etc., etc. C'est un peu complexe, mais à la fin, on se retrouve avec un disque autour de... Il n'y a rien à faire, on a toujours un disque autour du cœur dense. Et ces disques ont été observés, d'abord indirectement par un excès infrarouge des étoiles qui est interprété comme étant l'émission thermique du disque. Pas la peine de rentrer dans les détails, puisque à partir de 1995, ils ont été observés directement, ici par le télescope spatial Hubble. Ces images-là vous montrent des étoiles très jeunes dans la nébuleuse d'Orion. Donc on voit ces étoiles jeunes comme des points rouges ou jaunes ici. Et on voit que ces étoiles jeunes sont entourées d'une structure qui a l'air d'être circulaire, vue un peu de profil, opaque,
suffisamment sombre pour bloquer la lumière qui est en arrière-plan, qui est la nébuleuse d'Orion elle-même, éclairée par d'autres étoiles. Donc ces structures autour des étoiles font vraiment penser à des disques du fait qu'on voit l'étoile au centre. Ce n'est pas une boule qui cache l'étoile, on voit l'étoile au centre et il y a un truc circulaire autour, donc c'est un disque. Et puis, grâce à ALMA, le nouveau radiotélescope, enfin, qui est dans le millimétrique construit au Chili, qui est en plein développement, vous avez ici une image d'un disque HL-TAU qui a été imagé récemment. Ils ont fait ça à titre de test parce que c'est un objet a priori inintéressant, personne ne veut l'observer, donc comme test ils ont pris ça. Et c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des sillons, il y a des structures dans ce disque qui sont très probablement des signes de formation planétaire. Donc ALMA va révolutionner notre connaissance des disques protoplanétaires très rapidement. Ça vaut le coup d'en parler. Et en tout cas, le fait est que ces disques existent et qu'apparemment, les planètes se forment dedans. Alors parlons un peu plus de ces disques, puisque c'est le lieu de la formation des planètes. Ils ont un rayon de l'ordre de quelques centaines d'unités astronomiques, mettons 200 unités astronomiques. Le rapport d'aspect, qui est le quotient entre la hauteur et la distance à l'étoile, donc H sur R, est de l'ordre de 5%. Et il augmente un peu quand on va vers l'extérieur. Donc c'est 0,05 fois R à la puissance bêta, où bêta est un petit nombre. Et ça donne quelque chose comme ça, vu de profil. Avec l'étoile au centre ici, et le disque qui est un peu plus épais quand on va vers l'extérieur. En forme de moustache, comme ça, ou de nœud papillon. Ces disques sont composés à 99% de gaz, hydrogène et hélium. C'est la composition classique de l'univers, hein, 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. C'est ce qui s'est fait lors du Big Bang. Et puis il reste 1% de poussière, essentiellement du O, du C, du N, du Ne, silicium, fer, tous ces éléments qui sont faits en fait par la fusion nucléaire au sein des étoiles et qui sont ensuite soufflés dans le milieu interstellaire. Donc à chaque nouvelle génération d'étoiles, le milieu interstellaire est enrichi en ces éléments lourds. Les supernovas vont faire tous les éléments qui sont plus lourds que le fer. Les étoiles, toutes les étoiles font tous les éléments qui sont moins lourds que le fer et petit à petit, on en a maintenant à peu près 1%. Et la masse de ces disques doit être inférieure à un vingtième, voire un cinquantième, un centième de la masse de l'étoile centrale, sinon le disque est instable. Et ces disques ont un taux d'accrétion, donc ils tombent vers leur étoile. On voit qu'il y a du gaz qui tombe vers l'étoile avec le taux de l'ordre de 10 puissance moins 8 masses solaires par an, où une masse solaire, c'est 2 10 puissance 30 kg, c'est l'unité de base en astrophysique, c'est la masse solaire. L'unité astronomique, je vous l'ai déjà donnée, 150 millions de kilomètres. Tant qu'on est sur les masses, la masse de Jupiter, c'est un millième de la masse solaire. C'est facile à retenir, si vous voulez un ordre de grandeur. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, la plus lourde. Elle fait exactement un millième de la masse du Soleil, qui est de 2 10 puissance 30 kg. Et la Terre, c'est 6 10 puissance 24 kg. Donc c'est 300 fois moins que Jupiter. Et ensuite, ces disques évoluent. Parce que si vous prenez deux éléments de gaz, par exemple, ou deux glaçons, en orbite autour de Saturne ou d'une étoile, ce schéma marche pour Saturne, mais autour d'une étoile, c'est pareil, à cause de la loi de Kepler, celui qui est à l'intérieur tourne plus vite que celui qui est à l'extérieur. Il va le doubler comme ça. Et donc, le frottement, quelle que soit sa raison, mais avec du gaz, il y a du frottement, il y a des échanges de moments cinétiques, le frottement fait que celui qui est à l'intérieur, il est freiné, et celui qui est à l'extérieur est accéléré. Donc celui qui est à l'intérieur, il perd de l'énergie, il perd du moment cinétique, il a tendance à du coup tomber vers l'étoile. Alors que celui qui est à l'extérieur, il est accéléré, donc ça lui donne plus de vitesse, plus d'énergie, la force centrifuge qu'il ressent va être plus grande, et donc il va pouvoir aller plus loin sur une orbite plus éloignée de l'étoile. Donc sa distance à l'étoile augmente. Et ça, vous pouvez le faire partout, à l'intérieur du disque. Donc partout dans le disque, l'intérieur est poussé vers l'intérieur, l'extérieur est poussé vers l'extérieur, tout ça se pousse mutuellement, et vous arrivez à un mouvement général d'étalement du disque des deux côtés. Les disques s'étalent, donc une grande partie tombe dans l'étoile, la densité du disque diminue, et grosso modo, une plus petite partie va vers l'extérieur. Dans l'essentiel, pour l'essentiel, ça dissipe de l'énergie, ces frottements, et donc la plupart de la masse va tomber dans le puits de potentiel de l'étoile. Le disque, en s'étalant, finalement tombe vers l'étoile. Donc les disques, leur densité va baisser, et quand leur densité est suffisamment faible,
l'étoile est capable de les photoévaporer, c'est-à-dire que la pression de radiation, particulièrement les rayons UV et les rayons X assez énergétiques de l'étoile, vont souffler toutes ces molécules de gaz et faire disparaître tout ça définitivement. Concrètement, si on regarde des différents amas d'étoiles jeunes qui se sont formés, on peut compter les nombres d'étoiles qui ont un disque, et c'est à peu près 100% pour les amas les plus jeunes qui ont 1 à 2 millions d'années. Et si on prend des amas un peu plus vieux, on s'aperçoit que la fraction d'étoiles qui ont un disque baisse, et jusqu'à des amas de 5 millions d'années, il n'y en a plus que 10% qui ont un disque, grosso modo. Ça veut dire que les disques, effectivement, s'étalent et se dissipent, et ils ont une durée de vie totale de l'ordre de 5 millions d'années, grosso modo. Ça va dépendre de la masse du disque, de la masse de l'étoile, de la viscosité du disque, etc., de plein de paramètres. Mais l'ordre de grandeur est quand même assez clair, c'est les quelques millions d'années. Donc si on veut former des planètes dans les disques, il faut le faire pendant ce laps de temps de quelques millions d'années. Alors comment on fait? Ben voilà, tout est là. Donc voilà un disque protoplanétaire vu de profil, avec l'étoile ici. On ne représente que la moitié du profil, hein, mais évidemment c'est symétrique. Dans ce disque, il va se passer 6 étapes. D'abord, condensation des solides, où toutes les molécules qui se forment dans le gaz, s'il fait assez froid, vont passer à l'état solide pour faire des grains opaques. Vous vous souvenez de l'image des disques sur la nébuleuse d'Orion, ils étaient très opaques, on ne voyait pas à travers. C'est ce qui est représenté là, un disque bien opaque, plein de grains. Ces grains vont ensuite sédimenter, c'est-à-dire qu'ils vont retomber dans le plan médian du disque, laissant ainsi les couches supérieures pleines de gaz et toutes les poussières s'accumulent au milieu. Deuxième étape, la sédimentation. Ces grains de poussière qui ont sédimenté vont ensuite s'agréger jusqu'à faire des objets de l'ordre du centimètre, qui eux-mêmes vont fusionner pour faire ce qu'on appelle des planétésimaux de l'ordre de plusieurs kilomètres. Ces planétésimaux vont ensuite, par gravité, s'agglomérer pour faire des protoplanètes, voire des cœurs de 100 à 1000 km de diamètre, voire plus. Certains de ces cœurs vont retenir du gaz et devenir des planètes géantes, d'autres ne le feront pas. Et enfin, dissipation du gaz et il nous reste un système planétaire. Grosso modo, sur ces 6 étapes, on peut dire que l'étape n dure 10 puissance n années. C'est-à-dire que la condensation, c'est très rapide, ça se fait sur une dizaine d'années. La sédimentation, le temps typique de chute d'un grain millimétrique dans le plan médian, c'est de l'ordre du siècle. Après, agrégation jusqu'à 1 centimètre, on suppose que ça se fait relativement rapidement. Et puis, les étapes suivantes prennent plus longtemps. Former un cœur, ça peut durer largement 100 000 ans. Et le gaz se dissipe sur quelques millions d'années. C'est très approximatif, hein, cette idée de dire que l'étape n dure 10 puissance n années, mais c'est pour fixer les idées. Grosso modo, ça se passe comme ça. Donc voilà, si vous avez retenu ces 6 étapes, c'est l'essentiel. C'est la trame qu'on va suivre maintenant, c'est de décrire ces étapes l'une après l'autre, mais l'essentiel de la formation planétaire, c'est ça, c'est ces 6 étapes pendant l'existence du disque. Alors, condensation. La température dans le disque protoplanétaire est évidemment une fonction de là où on se trouve. Vous vous doutez bien que près du Soleil il fait chaud, loin du Soleil il fait froid. Concrètement, la température est inversement proportionnelle à la distance au Soleil. Alors du coup, si on prend une molécule comme H2O, du H, il y en a plein. Du O, il y en a aussi, le O, c'est un des éléments les plus importants dans les poussières, donc H2O, ça va être une molécule très abondante. Et bien près du Soleil, le gaz sera trop chaud pour qu'elle condense, donc elle va se trouver sous forme vapeur, cette molécule. Mais il y a une distance critique au-delà de laquelle il fait suffisamment froid pour que H2O passe sous forme solide. Concrètement, ça veut dire qu'au-delà de cette limite, il neige. C'est la limite pluie neige de chez nous. Là, on appelle ça la snow line, la ligne des glaces. Elle est vers 3 ou 4 unités astronomiques du Soleil. Et alors, au-delà de la ligne des glaces, les planétésimaux qui se forment à partir des solides, selon le schéma que je vous ai montré, agrégation des solides, coagulation, etc. Et parmi les solides, on a H2O. Donc on va faire des objets qui seront faits à moitié de glace et à moitié d'autres cochonneries, des silicates, des métaux, etc. Si on est près du Soleil, à l'intérieur de la ligne de glace, les solides qui entrent dans la composition des planétésimaux ne comprennent pas H2O, puisque H2O fait partie du gaz dans ce cas-là. Donc on va former d'un côté des objets de boules de neige sale, on va appeler ça les comètes,
et de l'autre côté, des objets exclusivement rocheux et métalliques, très secs, qui correspondent aux astéroïdes secs. Donc là, on a déjà un schéma assez simple de formation des astéroïdes et des comètes, qui correspond assez bien à ce qu'on observe. Et aussi, évidemment, plus on est loin, plus il y a de solides, donc plus on peut faire des embryons gros. Alors concrètement, voilà ce que ça donne dans des simulations numériques. Vous avez ici un disque vu de profil, avec des poussières réparties uniformément avec le gaz, qui au bout de 100 000 ans, tac, sont toutes dans le plan médian du disque. Et si on regarde la taille de ces poussières, eh ben on est passé de 10-3 cm à 10 cm, ici, là où il y avait une bonne concentration de poussière, elles se sont toutes agglomérées. Et alors le problème, c'est que on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Dans tous les modèles de formation planétaire, là, on bloque à quelques centimètres. Et moi-même, j'ai essayé chez moi de pousser la formation planétaire en faisant pas le ménage, et ben on n'arrive pas à faire des moutons plus gros que quelques centimètres. Même sous le lit, même derrière le frigo, ça fait quelques centimètres, et à peine on les touche, on les effleure avec la balayette qui se brisent en petits morceaux. La solidité de ces trucs, ça tient que jusqu'à une certaine taille, mais au bout d'un moment, il y a trop de couple, si on tire d'un côté et de l'autre sur un mouton de 10 cm, ça ne tient pas. Donc il faut passer à autre chose pour les agglomérer un peu plus, et ça va être la turbulence. Sur ce film, que j'aurais aimé commencer doucement, on ne va pas faire pause, bon, regardez bien le film, on va y revenir. On voit un disque ici, il faut imaginer qu'on est l'étoile, on regarde autour de nous un rayon donné, on a un cylindre comme ça, et on met ce cylindre à plat. Et donc ce qu'on voit, c'est un disque vu de profil, avec ici l'azimut, donc la coordonnée, l'angle, et là l'épaisseur du disque. La couleur correspond à la concentration de poussière. Quand c'est noir, il n'y en a pas, quand c'est bleu, il y en a peu, quand c'est rouge, il y en a plus, quand c'est jaune, il y en a beaucoup. Et ce qu'on voit dans le film, c'est d'abord la sédimentation. On voit bien la poussière qui est bleue, qui se concentre, qui se concentre, qui se concentre, qui s'aplatit, ça fait du rouge au milieu. Et quand elle est très très dense, cette poussière, elle est capable de freiner le gaz, d'interagir avec le gaz. Et quand vous avez deux fluides qui interagissent l'un avec l'autre, eh ben, ça fait du vent sur une couche de fluide, ça fait des ondes qui finissent par casser. On appelle ça l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. C'est la même chose que des vagues. Et ça a pour effet, comme vous le voyez ici, de concentrer la poussière. Et donc, que ce soit par cette instabilité de Kelvin-Helmholtz, par une autre instabilité qu'on appelle l'instabilité de courant, par la turbulence qu'on trouve dans les disques de gaz, la poussière va être entraînée par le gaz pour se concentrer et faire des gros objets. Alors ça, c'est un sujet de recherche très actuel. C'est un article qui a été publié dans Nature en 2007 par Anders Johansen. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres études. Mais vous voyez ici, là, toute la poussière s'est concentrée. Donc ça semble marcher vraiment très bien pour agglomérer tous ces moutons qui faisaient qu'1 cm. Ils vont finir par s'agglomérer pour faire un gros objet qui peut atteindre, dans certaines simulations numériques, directement la masse de Cérès, donc du plus gros astéroïde qu'on connaît. Donc en fait, il y a certaines personnes qui pensent que les astéroïdes se sont formés gros et se sont ensuite fractionnés pour donner les petits astéroïdes qu'on observe. Toujours est-il que, via ces turbulences, probablement, on suppose vraiment que ça s'est fait par interaction avec le gaz, on arrive à obtenir des objets qui vont faire plus de 100 mètres, tenus par la gravité. On va les appeler les planétésimaux. Alors quand je dis plus de 100 mètres, c'est 1000 km de diamètre. Mais on peut aller jusqu'à au moins ça. Par exemple, cet astéroïde Itokawa, qui a été observé par la sonde japonaise Hayabusa, fait 540 mètres de long. Et on voit que c'est simplement un tas de gravats qui tient plus ou moins par gravité, mais vraiment plus ou moins. Ce caillou-là, ce gros bloc qui est posé sur Itokawa, si on arrive et qu'on lui donne une pichenette, il va partir, il va pas retomber. Mais là, pour l'instant, il y a la gravité. Donc en deçà de 3 UA, ces objets solides, ces planétésimaux, sont dépourvus d'eau. Donc c'est les ancêtres des planètes telluriques et des astéroïdes. Et au-delà de 3 UA, cette fois-ci, on a des objets composés de roches, métaux et 50% de glace. Ça va être pour les plus petits des cœurs de comètes. Ici, vous avez le cœur de la comète Wild 2. J'imagine que vous avez tous vu des images du cœur de Rosetta, de Chury, 67P Churyumov-Gerasimenko, photographié par Rosetta.
Et les plus gros de ces objets, qui se sont formés donc dans une zone où il y avait beaucoup de solides, pourront devenir des cœurs de planètes géantes. Alors comment ça se passe avec ces embryons-là ? Pour aller au-delà de cette taille de planétésimaux, c'est la gravité maintenant qui intervient. Alors, si on prend deux objets qui vont l'un vers l'autre, vous en avez ici un au centre, et là un qui arrive, avec ce qu'on appelle le paramètre d'impact B, c'est-à-dire la distance entre la trajectoire initiale et l'objet initial. Si on avait une trajectoire rectiligne, il y aurait collision entre l'objet 1 ici et l'objet 2 ici, si et seulement si le paramètre d'impact est plus petit qu'un paramètre d'impact maximum, qui est la somme des deux rayons. Normal. Si B est plus petit que R1 plus R2, au moment où il passe là, paf, collision. On appelle section efficace la surface correspondant au cylindre autour de notre objet central dans lequel si on rentre, il y a collision. Donc c'est un cylindre dont la section est simplement pi fois B max au carré. Cette section efficace s'appelle comme ça parce que c'est la section dans laquelle l'accrétion est efficace. C'est assez simple. Mais vous voyez que la trajectoire en principe n'est pas rectiligne. Il y a une déviation gravitationnelle qui focalise les trajectoires. Et la distance minimum entre l'impacteur et la cible, elle n'est pas égale à B, elle est plus petite que B. Ici, c'est la distance entre S et P. On peut le calculer. Grâce à cette déviation gravitationnelle, la section efficace est augmentée d'un certain facteur F, le focus gravitationnel, qui est égal à 1 plus la vitesse d'échappement sur la vitesse initiale, V0, qui est là, au carré. Et V-escape, la vitesse d'échappement, V-esc au carré, c'est donné par cette formule 2G masse de l'objet sur le rayon de l'objet. Il s'agit de l'objet 1, ici, c'est lui, qui est donc proportionnel au rayon de l'objet au carré, puisque la masse est proportionnelle au rayon de l'objet au cube. Ça veut dire que les plus gros objets croissent plus vite, puisque le focus gravitationnel F est plus grand quand Vesc est grand, et Vesc est plus grand pour les grands objets. Cette notion de vitesse d'échappement, elle est aussi dans Tintin, dans On a marché sur la Lune. À un moment, la Terre parle à la fusée lunaire et leur dit qu'ils ont atteint la vitesse de libération qui est de 11 km par seconde. Vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre. Évidemment, c'est faux, ils sont toujours soumis à l'attraction terrestre. Mais ça veut dire que si, à partir de là, ils coupent les moteurs, ils ne retombent pas sur Terre. Ils peuvent s'échapper. D'où la notion de vitesse d'échappement. On la calcule très facilement, cette vitesse d'échappement, en fait. Il suffit d'appliquer la formule énergie potentielle, c'est moins G m fois m sur R, sur la distance, l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. Vous vous arrangez pour faire en sorte que la somme des deux soit égale à 0, et vous tombez sur vitesse au carré égale Gm sur R. 2 Gm sur R, parce qu'il y avait un 1/2 de V carré. Et voilà. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle il faut lancer un objet pour qu'il ne retombe pas sur Terre. Si je lance un objet vers le haut, il retombe. Si je le lance plus vite, il va plus haut avant de retomber. Si je le lance à 11 km par seconde, il ne retombe pas. Il continue à ralentir, mais il ralentit, et il va vers l'infini à vitesse nulle. Et si je le lance à plus de 11 km par seconde, il peut aller très loin, à vitesse non nulle. C'est une notion qui est assez utile, la vitesse d'échappement. Et sur Terre, donc c'est 11 km par seconde. Sur Mars, c'est seulement 5 km par seconde. Sur Itokawa, le petit astéroïde en tas de gravats là, que je vous ai montré, c'est quelques centimètres par seconde. Ça veut dire que sur Itokawa, comme dit mon collègue Patrick Michel, si on éternue, on décolle et on ne retombe pas. Parce que par simple réaction, on prend un peu de vitesse en arrière et c'est foutu. Pas très pratique. Bref, ces objets grandissent, les plus gros objets grandissent plus vite, parce que la vitesse d'échappement est plus grande à la surface des gros objets, ils sont plus capables de dévier gravitationnellement tout ce qui passe, et ils finissent par atteindre une masse finale, qui est la masse d'isolation, qui correspond à la masse où ils ont dévié et mangé tous les planétésimaux qui étaient sur leur orbite, tous ceux qui étaient à portée. Et cette masse d'isolation est typiquement dans un disque protoplanétaire standard, avec une densité typique telle qu'on aime bien, de l'ordre de 1/10 de la masse de la Terre,
que multiplie la distance au Soleil en unité astronomique à la puissance 3/4. Ça veut dire que, grosso modo, si on est 10 fois plus loin, on va avoir quelque chose de presque 10 fois plus massif. Et si on est 10 fois plus près du Soleil, la masse d'isolation va être quasiment 10 fois plus petite. Et vous notez que cette masse d'isolation de 1/10 de la masse de la Terre, eh ben, ça ne nous arrange pas parce que la Terre fait 10 dixièmes de la masse de la Terre, et là on s'arrête à 1. Donc c'est pas fini. Toutefois, il n'y a pas que la gravité, on peut aussi s'aider du gaz, parce que tout ça, ça se fait dans du gaz. Dans ce que je vous ai présenté, on néglige l'effet du gaz, et on a raison de le faire quand on parle d'objets qui font plusieurs kilomètres. Parce que sur un objet de plusieurs kilomètres, le frottement du gaz a un effet assez négligeable. Mais on a toujours aussi ces petits agrégats qui traînent, ces moutons. Des objets qui interagissent beaucoup avec le gaz. Alors eux, s'ils approchent d'un embryon qui serait là, ils approchent avec une trajectoire comme ceci, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur orbite. J'aurais dû retourner cette image en fait. Sur ce schéma, l'étoile est là-bas. Ici, on a une planète qui nous intéresse. Et là, on a tout plein d'objets qui tournent plus vite autour de l'étoile que cette protoplanète. Donc on a l'impression qu'ils avancent comme ça, sur une orbite perpendiculaire à la distance, au rayon entre la planète et l'étoile. Ils sont déviés par la gravité de cet objet. Et si on prend en compte que la gravité, c'est-à-dire ce que je viens de vous présenter, on obtient les trajectoires grises, que vous voyez à peine, mais qui correspondent à voilà, une déviation de la trajectoire. Et il y en a quelques-unes, une ou deux, qui ont dû taper dans la planète là. Mais si on prend en compte les frottements du gaz, à peine on s'éloigne d'une trajectoire rectiligne, qu'on frotte beaucoup avec le gaz, qui lui va tout droit. Et si on frotte avec le gaz, on perd de l'énergie, la vitesse va diminuer, et donc on va tomber sous la vitesse d'échappement, et on va finir par être prisonnier du puits de potentiel de cette planète et retomber dessus. Avec ce mécanisme qu'on appelle le Pebble accretion, qui est tout récent, ça date de 2012 cette idée, on s'aperçoit qu'un embryon peut accréter avec une section efficace énorme, représentée ici par le cercle rouge, des pebbles, c'est-à-dire des objets qui ont 10 cm de taille, quoi. Ces objets qui interagissent au maximum avec le gaz sont plus faciles à accréter que des gros objets, des planétésimaux de plusieurs kilomètres. Et alors, ça, c'est potentiellement un moyen de grandir jusqu'à plusieurs masses terrestres. On peut aller au-delà de la masse d'isolation parce qu'en plus, ces pebbles, ils dérivent radialement, ils ont toujours tendance, comme ils frottent avec le gaz, à perdre de l'énergie et à s'avancer vers l'étoile. Donc il y en a toujours qui arrivent. Vous ne tombez jamais en masse d'isolation. Vous n'êtes jamais isolé en termes de pebbles et vous allez finir par arriver jusqu'à plusieurs masses terrestres. Il se peut qu'il y en ait un seul qui les bronche tous et qui grandissent comme ça beaucoup. Et puis après, un autre qui va y arriver. C'est pas dit que tous atteignent plusieurs masses terrestres. Donc ça, c'est vraiment des recherches en cours. C'est un mécanisme extrêmement prometteur pour former les planètes, cette Pebble accretion, qui est tout nouveau. Et si on arrive donc à un objet très massif d'une dizaine de masses terrestres, ce qui va être notre but, que ce soit par pure gravité avec cette masse d'isolation qui peut parfois être un peu plus grosse, ou par Pebble accretion, un objet très massif est capable de retenir du gaz du disque. On a parlé de la vitesse d'échappement. Il faut comparer maintenant cette vitesse d'échappement avec la vitesse d'agitation des molécules du gaz. Toutes les molécules là, dans l'atmosphère, elles ont une certaine vitesse. Leur vitesse moyenne, c'est la vitesse du son, 300 mètres par seconde. 300 mètres par seconde, ça fait combien de kilomètres heure ça, de kilomètres par, ça fait 0,3 km par seconde, je suis vraiment bête. Et la vitesse d'échappement, c'est 11 km par seconde. Donc elles vont largement moins vite que la vitesse d'échappement, et donc elles restent là. Là, on a des tas d'objets qui sont dans un disque de gaz, avec plein de molécules de gaz, d'hydrogène et d'hélium, qui ont une certaine vitesse. Si cet objet est assez massif pour que sa vitesse d'échappement soit plus petite que la vitesse moyenne des molécules du gaz, les molécules du gaz qui sont proches de lui, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles vont retomber dessus. Elles sont prisonnières. Donc un objet massif est capable de retenir du gaz, d'hydrogène et d'hélium, et de s'entourer d'une grande enveloppe. Alors par sa gravité, cette enveloppe va se concentrer, ce qui va la réchauffer, mais elle va se refroidir par rayonnement, et si elle se refroidit, elle va du coup se concentrer un peu plus, et lentement comme ça, on fabrique une enveloppe qui peut atteindre plusieurs masses terrestres d'hydrogène et d'hélium, et ça nous donne ce genre d'objet.
Neptune, c'est un cœur solide de glace, de silicates et de métaux qui doit faire une dizaine de fois la masse de la Terre. Et autour, 5 à 7 masses terrestres d'hydrogène et d'hélium, avec un peu de méthane pour faire joli, ça fait bleu. Uranus, c'est pareil, en un petit peu moins massif, mais c'est exactement la même chose. Donc ces objets, on va appeler ça des géantes de glace. Parmi les planètes géantes, vous savez certainement que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont les planètes géantes. On distingue deux classes, les géantes de glace, dont le principal composant n'est pas le gaz, mais la glace qui se trouve dans le noyau, parce que le noyau est plus massif que l'enveloppe de gaz. Et en revanche, si on dépasse une certaine masse critique pour cette enveloppe, elle va s'effondrer, il n'y aura plus d'équilibre possible. Les calculs de l'équilibre hydrostatique d'une enveloppe de gaz en fonction de la luminosité du cœur, du taux de refroidissement, etc., c'est très complexe, mais en général c'est stable, sauf si on dépasse une certaine masse critique, et là ça devient instable. Et si ça devient instable, cette enveloppe, au lieu de tout doucement se contracter, elle s'effondre brutalement sur le cœur, ça devient un objet tout petit, et il y a la place, donc le gaz qui était autour s'approche, retombe, et tout d'un coup, là, la croissance s'emballe, on a un effondrement, on aspire tout le gaz qui est autour, et on passe directement à quelque chose qui fait 100 fois la masse de la Terre en termes de gaz, ou 300 fois la masse de la Terre. Voilà une deuxième classe de planètes géantes, les géantes gazeuses, pour lesquelles il y a bien un cœur d'une dizaine de masses terrestres au centre, mais 90 à 95% de la masse est faite d'hydrogène et d'hélium. Et on obtient donc une planète géante gazeuse. Donc pour résumer la formation des planètes géantes, dans ce modèle dit d'accrétion par un cœur, qui est le modèle standard de formation des planètes géantes, ça se fait en 3 phases. Première phase, formation d'un cœur solide d'une dizaine de masses terrestres, que l'on voit ici. Là, c'est la masse de la planète en fonction du temps. La courbe continue, c'est la masse des solides. Première phase, on forme un cœur d'une dizaine de masses terrestres. Ça se fait avec soit des tourbillons dans le gaz qui agglomèrent de la poussière, les collisions des solides directement dont je vous ai parlé avec le focus gravitationnel, ou encore éventuellement la fameuse pebble accretion, ce nouveau mécanisme où avec les frottements du gaz on peut croître plus rapidement. Une fois qu'on a ce cœur, accrétion lente d'une enveloppe de gaz qui se concentre, et vous voyez ici en pointillé la masse totale de gaz présente dans la planète, alors que la ligne au sommet, c'est la masse totale gaz plus solide. Cette masse de gaz augmente lentement et arrivée à une taille critique de l'ordre de 20 masses terrestres, typiquement quand le gaz et les solides ont la même masse, ça s'effondre et là, emballement, le gaz tombe tout d'un coup, la ligne pointillée bondit et la masse de la planète peut augmenter jusqu'à des valeurs stratosphériques. Alors vous voyez bien ici qu'il y a une échelle de temps qui est de l'ordre de quelques millions d'années. Alors si le disque de gaz se dissipe alors qu'on en est là, ben ici on a quoi? 10 masses terrestres de solide, 5 masses terrestres de gaz, on a Uranus ou Neptune. Si cette phase a été plus courte, ou le disque a vécu plus longtemps, et qu'on s'arrête au-delà de ça, eh ben on va aller jusqu'à Jupiter ou Saturne. Donc on s'attend naturellement à avoir deux classes de planètes géantes. Soit on n'a pas eu le temps de faire la croissance emballée et on a une géante de glace, soit on a eu le temps de faire une croissance emballée et on a Jupiter ou Saturne. Mais un objet dont la masse totale serait 50 masses terrestres ou 60 masses terrestres, ça ne paraît pas facile à avoir. Il faut s'arrêter pile là. Ça demande quelque chose d'assez fin comme réglage et donc on ne s'attend pas à en observer beaucoup. Au passage, une petite remarque, c'est que pour obtenir 20 masses terrestres de solide, enfin même 10, 15, 20, quoi, l'ordre de grandeur pour faire le cœur, il vaut mieux être au-delà de la ligne des glaces. Il y a plus de solide à disposition. D'abord parce qu'il y a plus d'espèces chimiques qui condensent et qui passent sous forme solide, et aussi parce que comme les orbites sont plus grandes, sur une orbite on balaye plus de matériel. Les planètes géantes se forment loin de leur étoile, naturellement. Ce qui tombe bien, c'est le cas dans le système solaire. Elles sont au-delà de la ligne des glaces. Maintenant, revenons à nos planètes telluriques. En deçà de 4 unités astronomiques, on a dit qu'on n'arrivait pas à faire des cœurs solides, assez grands, pour faire des planètes géantes.
On en est resté en deçà de 4 unités astronomiques à des protoplanètes qui font 1/100e à 1/10e de la masse de la Terre. Et du coup, si on fait le total de la masse présente, il y en a une cinquantaine de ces objets-là, entre 0,3 et 2 unités astronomiques, qui tournent autour du Soleil et elles sont super serrées les unes contre les autres. Donc ça, c'est un système qui est instable, il est trop dense. Régulièrement, ces planètes, ces objets-là, ils vont se croiser. S'ils se croisent, ils vont dévier leur orbite par ce focus gravitationnel. Donc ils vont se retrouver sur des orbites qui sont excentriques, qui s'approchent et qui s'éloignent du Soleil, ce qui veut dire qu'ils vont croiser les orbites les uns des autres. Et potentiellement, s'impacter. Tant qu'il y a du gaz, un objet qui est sur une orbite un peu excentrique, le gaz frotte et va tendance à le remettre sur une orbite circulaire. Mais dès que le gaz va se dissiper, notre système de 50 protoplanètes avec encore plein de planétésimaux autour va devenir instable, il va y avoir des impacts géants, et le système va connaître cette phase d'impact géant jusqu'à ce qu'il soit stable, c'est-à-dire que tout s'est accumulé en seulement 3 ou 4 planètes suffisamment éloignées les unes des autres. Là, vous allez voir un film, une animation, qui représente une cinquantaine de protoplanètes avec plein de planétésimaux, représentés en fonction de leur distance au Soleil, en unités astronomiques, avec un code couleur qui correspond à la fraction d'eau qu'ils contiennent. Ceux qui sont faits au-delà de la ligne de glace sont bleus, parce qu'ils contiennent presque une moitié d'eau. Ceux qui sont faits à moins de 2 unités astronomiques du Soleil sont rouges, parce qu'ils sont très très secs. C'est une échelle logarithmique, là, vous voyez pas bien. Ici, c'est un dixième, là, c'est un 1% d'eau, là, c'est un millième, un 10 millième et un 10 puissance moins 5 en eau. Et on a mis là entre 2 et 2,5 un cas intermédiaire avec un tout petit peu d'eau dedans. L'axe vertical, c'est l'excentricité des objets. C'est-à-dire que plus ils montent, plus ils sont sur des orbites excentriques, et donc ceux qui sont hauts sont susceptibles de taper avec tous leurs voisins. Plus ils sont hauts, plus ils sont susceptibles de taper loin. Et vous allez voir ce que ça donne quand on lance le film. Attention, je rappelle que ça, c'est une fois que le gaz s'est dissipé. Donc la formation des planètes géantes est terminée, il n'y a plus de gaz à accréter, mais les planètes telluriques, elles en sont restées là. Et donc, si on lance ça, voilà ce que ça donne. On voit des objets qui grandissent à mesure qu'il y a des collisions, et vous voyez leurs couleurs. Tout ça se brasse, et les couleurs évoluent. Celui-là, il est déjà un peu plus orange, il va bientôt passer au jaunâtre, voire au verdâtre, parce qu'il y a des objets bleus qui sont tellement hauts qu'ils croisent avec des objets qui étaient rouges initialement, où petit à petit ça se mélange, et le système se simplifie. On a 40 millions d'années là bientôt, on a déjà quelques objets un peu plus gros, plus qu'une dizaine de gros embryons de planètes, et plus aucun n'est complètement sec, même s'ils n'ont quand même pas non plus énormément de masse en eau, mais quand même, ils ont un petit peu d'eau. Ça se simplifie, on est à 100 millions d'années, vous voyez qu'il reste en gros 3 grosses planètes ici, une espèce de ceinture d'astéroïdes là, et voilà, ça commence à être stable. Les excentricités des planètes vont se calmer tranquillement, et on arrive à quelque chose qui ressemble pas mal aux planètes telluriques. Et ça, c'est juste une simulation numérique dans laquelle on a mis plein d'embryons et de protoplanètes en vrac. Le résultat, c'est Vénus, la Terre, Mars, une ceinture d'astéroïdes. Impeccable. Il faut savoir qu'il y avait Jupiter ici, dont la gravité perturbait le mouvement de tout ça. Et c'est à cause de la présence de Jupiter ici que tous ceux-là n'ont pas pu s'agglomérer pour faire une planète. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop excentriques à cause des perturbations de Jupiter. Donc ça veut dire que quand il y en avait 2 ici qui se rencontraient, en fait ils s'explosaient au lieu de s'agglomérer. Par contre, ils étaient capables d'aller taper plus loin et ils ont fini par tomber sur les planètes telluriques à l'intérieur. Donc, si on part d'embryons et de protoplanètes entre 0 et 4 unités astronomiques perturbés par un gros Jupiter ici, on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup au système solaire. Une chose à noter, Mars, ici, a à peu près la même taille que la Terre et que Vénus. Et ça, toutes les simulations numériques qui ont été faites de ce type, en changeant un peu certains paramètres ou quoi, on a toujours un Mars trop gros et situé vers 2 unités astronomiques au lieu de 1,5. C'est un problème sur lequel on reviendra après la pause. L'autre chose à noter, c'est que cette Terre ici n'est plus complètement rouge, elle est passée au bleu ciel, qui correspond à un petit peu d'eau. Et en fait, on pense que cette phase d'impact géant, qui dure à peu près 100 millions d'années, c'est ce qui a permis d'apporter sur Terre de l'eau
à partir d'objets qui se sont formés au-delà de la ligne de glace. Si la Terre s'était faite uniquement avec du matériau qui vient d'une unité astronomique du Soleil, ça serait que cette grosse boule-là, toute sèche, avec que des roches et des métaux et pas de H2O, puisqu'on était à l'intérieur de la ligne de glace. Sur cette image, toute l'eau de la Terre a été rassemblée en une seule goutte énorme, pour donner une idée. La Terre est vraiment une planète sèche en fait. L'eau recouvre 70% de la surface, mais en volume, c'est rien du tout. C'est 0,04% l'eau pour la Terre. Et bien ce 0,04%, c'est pas rien. Il fallait qu'il vienne de quelque part, et il a probablement venu lors de cette phase d'impact géant par des objets qui venaient de au-delà de la ligne des glaces. Mais Francis Albaret vous parlera de l'apport d'eau sur Terre plus tard. Là, c'est une vision un peu simplifiée, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et j'ai bien noté ce problème que Mars est toujours trop gros. En fait, Mars est toujours plus massif que la Terre dans ses simulations. Il y a M. Hansen, en 2009, qui a refait une simulation similaire dans laquelle il a supposé que le disque de planétésimaux et d'embryons était tronqué à une unité astronomique. Arbitrairement, il s'est dit, tiens, tous ceux qui sont entre 1 et 4, ils m'emmerdent, tous ces objets-là, parce qu'ils font des Mars trop gros, il les a supprimés, il a refait la simulation, il a obtenu un petit Mars qui avait été éjecté du disque de 1/10 de la masse de la Terre, nickel chrome, bien à sa place. Donc dans ce cas-là, ça marche. Mais voilà, quand il a publié son article, il a dit, bon, ben voilà, pour info, si on prend ces conditions arbitraires, ça marche. Mais voilà, comme on n'a aucune raison de penser qu'il y avait un trou ici, il s'est arrêté là. Et alors ces impacts, c'est des impacts géants. Et ça n'a pas forcément des conséquences anodines sur les planètes. Sur ce film, vous voyez l'impact sur une prototerre, qui faisait à peu près 90% de la masse de la Terre, d'un objet qui faisait à peu près la masse de Mars, 1/10 de la masse de la Terre. Bam! Vous voyez qu'il y a énormément de matériel qui est éjecté en orbite autour de la Terre. En bleu, c'est le matériel de l'impacteur, et en rouge, jaune et vert, c'est le matériel de la Terre. On appelle parfois cet impacteur Theia, parce que ce serait l'ancêtre de la Lune, au sens où ce n'est pas lui-même qui a donné la Lune, mais tout le matériau qu'il a mis en orbite, là, à cause de cet impact. On le voit ici, quelques images extraites du film. Si on retourne ça, donc on le regarde par la tranche, on s'aperçoit que ça fait un disque. Et ce disque va finir par s'étaler, comme tous les disques. Une grande partie va retomber sur Terre, une autre partie, à l'extérieur, va donner la Lune. Et il se trouve que la formation de la Lune est précisément datée de 100 millions d'années. 90 millions, plus ou moins 30. Et la phase d'impact géant, comme vous l'avez vu sur la simulation, dure à peu près 100 millions d'années. Donc ça tombe très bien, on pense que c'est le dernier de ces impacts géants sur la Terre qui nous a fait, qu'on appelle le Moon Forming Impact en anglais, c'est-à-dire l'impact qui a formé la Lune, par cet objet qui devait avoir à peu près la taille de Mars, c'est un impact géant. On l'appelle souvent Theia, et c'est ça donc qui a donné la Lune. Donc en conclusion sur la formation des planètes, les planètes se forment dans des disques de gaz et de poussière autour des étoiles jeunes. Ça dure quelques millions d'années. Ça se passe dans un plan autour de l'étoile. Donc on obtient des systèmes planétaires qui sont dans le plan autour de leur étoile. Naturellement, on a formation des planètes géantes au-delà de la ligne des glaces, en 3 phases. Formation d'un cœur, accrétion lente d'une atmosphère, effondrement. Ou pas, peut-être que 2 phases, selon le cas de la planète géante. Et on se retrouve avec des planètes telluriques petites et sèches, qui sont elles près de l'étoile. Et elles se forment via une longue phase d'impact géant après dissipation du gaz. Le gaz se dissipe en quelques millions d'années, et ça dure 100 millions d'années. Et voilà, le système planétaire est formé, il ne bouge plus. On a une jolie théorie bien cohérente qui nous permet de penser qu'on devrait trouver des systèmes planétaires similaires aux nôtres partout, autour de toutes les étoiles. Donc c'est une très jolie théorie, et je pourrais très bien m'arrêter là. Mais il y a un petit souci, c'est qu'on connaît d'autres planètes autour d'autres étoiles, et voilà comment elles se placent dans un diagramme où on a la masse de la planète en masse de Jupiter en fonction de la distance à l'étoile en unité astronomique. Donc Jupiter est là, à une masse de Jupiter, 5 unités astronomiques. Saturne est là, à 1/3 de la masse de Jupiter, 10 unités astronomiques. Uranus et Neptune sont là, et les points représentent les exoplanètes.
Ben là, il y a comme un souci, parce que ça, c'est pas censé se former. C'est ballot, on appelle ça des Jupiters chauds, parce qu'ils sont très près de leur étoile, même plus près de leur étoile que Mercure du Soleil, et ils font la masse de Jupiter. Donc clairement, il nous manque quelque chose, et je vous propose de faire une pause maintenant, même si c'est un peu en avance, pour que je vous parle de cette chose après. Ça peut permettre de faire une bonne coupure thématique. Et si vous avez déjà des questions sur tout ce qui est formation planétaire qu'on a vu là, ces schémas avec la poussière, passer de la poussière aux planètes, je pense que c'est le moment ou jamais.